ce que je vais essayer de retracer rapidement, c'est quels sont les obstacles chez nous, chez les enseignants. Donc je ne vais pas trop parler en dehors de l'éducation physique, même si je ferai un petit détour. Je ne vais pas évoquer la question de l'établissement scolaire, le contexte autour, mais plutôt essayer de rester à l'intérieur de notre discipline. Alors, bon, vous avez tous vu ce schéma-là, et on a bien vu avec les interventions que ce n'est pas parce qu'on disait qu'on était inclusif, qu'on mettait tout le monde dans la bulle, qu'en fait on n'avait pas des dispositifs qui étaient exclusifs, qui séparaient. Bon, on a vu par exemple l'insistance de certains sur la question de la différenciation, c'est-à-dire que si on finit par trop différencier, eh bien on fait de la ségrégation à l'intérieur de la bulle. Hein, si on fait de la différenciation, eh bien c'est souvent ce qui se passe. Et la question de qu'est-ce qu'est l'extérieur de cette bulle, et nous, au CEDREPS, dans la bulle, c'est EPS, hein, c'est le titre un peu de la journée, EPS inclusive. On a beaucoup parlé de l'école inclusive, donc ça voudrait dire que les limites au-delà, c'est l'école. Donc on va voir que cette question de qu'est-ce qu'est l'intérieur, qu'est l'extérieur, ou si vous voulez, qui est différent d'eux, hein, et la question de cette limite est très importante. Alors, ce qu'on peut dire et résumer, c'est que nous, sur 20-25 ans, on s'aperçoit que c'est des tas d'obstacles dans nos têtes qu'il a fallu vaincre. Je reprendrai un tout exemple très vieux, hein, le passeur-bloqueur de Jacques Mesler. C'est une bascule énorme. On part d'un constat, hein, qu'on va voir après, c'est qu'effectivement, si on confronte les élèves à une pratique de volley normale, on s'aperçoit que beaucoup d'élèves sont exclus de ce fait, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'on n'arrive pas à construire l'échange. Et ce qu'avait choisi de faire Jacques, c'est-à-dire de passer par le passeur-bloqueur, ce que tout le monde a dit dans ses différentes interventions, c'est-à-dire de chercher des adaptations, eh bien, ça a été une vraie bascule et un vrai choc professionnel aussi. Hein. Ça a amené beaucoup de débat. Et du coup, nous, cette question de l'inclusion, on l'a transformée rapidement en se proposant la question de l'accessibilité. Mais l'accessibilité à quoi? Et c'est là où l'option du CEDREPS, c'est assez caractéristique. Dans notre discours, on fait la distinction entre le nageur et la natation, entre la pratique sociale. On a beaucoup entendu parler aujourd'hui de la question de l'adaptation des pratiques, adaptation du rugby, adaptation de la natation, de toutes les pratiques. Et l'option que nous on a choisie et qui nous paraît prometteuse pour l'EPS en tant que discipline d'enseignement, c'est de se basculer du côté de l'activité, c'est-à-dire du nageur, et d'essayer d'identifier des savoirs enseignés. La question des savoirs pour une discipline d'enseignement à l'école, elle est clé. On a vu aujourd'hui que beaucoup d'argumentations tournaient autour d'effectivement des valeurs, une croyance dans une société qui permettrait effectivement à être... donc on était beaucoup sur le pôle éducatif, on était beaucoup sur le pôle de faire en sorte que tout le monde partage ou fasse ou vive des émotions importantes et commune, mais quelque part, cette question de savoir qu'est-ce qu'on apprend, on ne peut pas l'évacuer, hein, sauf à considérer qu'on est une discipline qui n'a pas de contenu d'enseignement bien précis à faire passer, sauf à dire que les contenus, c'est le rugby, c'est l'escalade, ou c'est telle ou telle pratique. Et du coup, la bascule que nous, on a faite face à cette situation pour essayer d'inclure, c'est de dire, on va, plutôt que de proposer toute la pratique, proposer quelques éléments, ou un élément, ce qu'on a appelé un objet d'enseignement. On va cibler, hein, le terme ciblage a quand même été pas mal utilisé maintenant repris dans la profession. On ne prend pas toute la pratique, on va cibler un savoir qui est culturellement signifiant et qui est porteur d'une culture. Et du coup, là, il y a une bascule qui s'est faite, qu'on a mis du temps à faire et qu'on continue à avoir du mal à faire parfois. Et ça a été le premier
pas pour permettre d'inclure. C'est-à-dire de ne pas tout enseigner, mais de choisir de cibler. Le deuxième pas important qu'on a fait, c'est lorsqu'on a dit accessible, mais à toutes et tous. Bon, je pense que même si elle est partie à la retraite depuis quelques années, tous les travaux qu'avait initiés Cathy Patinet sur l'égalité filles-garçons, ça nous a interpellés sérieusement au sein du CEDREPS, en se disant, mais telle pratique ou tel savoir, peut-être qu'il est plutôt masculin, plutôt féminin. C'est ce qu'on a vu, ce qu'elle a proposé dans les enseignements où en fait il y avait au travers d'un savoir commun, le même, l'interroger du point de vue des normes filles-garçons dont il était porteur, de voir si effectivement il pouvait être un savoir intéressant pour l'éducation physique. Dans ce même mouvement, on a eu tout ce qui tournait autour des rôles, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître dans nos formes de pratique scolaire la nécessité qu'on a vu proposer de tourner et d'obliger tout le monde à passer par les rôles pour éviter de retrouver ce qu'on a, une forme de ségrégation, c'est-à-dire que les gars vont faire de l'exploit, les filles vont faire les belles, comme disait Cathy, et on a là, à l'intérieur d'une même classe, des formes d'exclusion qui se mettent en place. Donc par rapport à cette exclusion, ce qui s'est mis en place, c'est ce deuxième pas. Et quand je marque lien à côté, c'est parce qu'il me semble important de lier les deux, c'est-à-dire que d'identifier quelle est la nature de l'exclusion, mais quelle est la manière de créer du lien dans le collectif pour qu'effectivement il y ait inclusion. Et pour nous, c'est passé effectivement par interroger les normes qui pèsent sur les savoirs choisis ou sur les pratiques, mais plutôt sur les savoirs choisis. Et la deuxième chose, c'est effectivement d'assurer cette égalité, notamment par l'obligation de passer par tous les rôles. C'est pas, vous avez vu peut-être, enfin, vous êtes jeunes, vous n'avez pas forcément croisé tous les débats, mais c'est l'accession à tous à la cible dans les sports collectifs. Et tout le monde va passer par cette accession-là. On retrouve des dispositifs qui ressemblent à ce qu'on peut voir sur les dispositifs coopératifs. Un autre pas qui est plus récent, c'est celui qui a été notamment mis en avant par l'idée de champion de soi-même, des copains, des collègues de Marseille, qui ont mis l'accent sur... Eh bien, nous, notre PS, elle s'intéresse d'abord aux non-sportifs. Vous écoutez Ghislain Annula, vous reprenez ce qu'a écrit Éric Liobé. Par exemple, la proposition tout à l'heure de l'UCEP d'une course inversée, c'est quelque chose qui avait été proposé par Ghislain en athlée, avec effectivement retrouver cette dimension de confrontation, c'est-à-dire bien redonner la dimension émotionnelle et, j'allais dire, culturelle de la pratique de vitesse, d'opposition en vitesse, dans des conditions qui permettent effectivement un affrontement. Et cette question de savoir comment on peut intégrer les non-sportifs dans nos pratiques, ceux qui n'ont pas entre guillemets, les prérequis, c'est quelque chose qui nous a interrogés et qui nous a encore plus posé la question de l'accessible. Qu'est-ce qui va être accessible aux élèves, en sachant que cet accessible doit être ce qu'on appelle un pas en avant, c'est-à-dire que c'est en même temps quelque chose qui qualitativement, dans l'activité adaptative de l'élève, va changer. Un des derniers points sur lesquels on discute actuellement, c'est qu'effectivement l'accessibilité et le fait qu'on puisse inclure pose la question de l'unicité du savoir. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a bien vu que si on part sur des itinéraires différents pour aller à des acquisitions différentes, on exacerbe ou on crée des conditions de discrimination. Nous, on pense que ce qui va être clé, c'est pas tant que tout le monde fasse la même pratique. Moi, je suis plutôt spécialiste sport de nature ou tennis de table. C'est pas que tout le monde fasse de l'escalade, mais ça va être que tout le monde ait accès au même type de savoir. Après, par des cheminements différents. Donc, on va choisir quelque chose dans la culture de la pratique,
qui soient effectivement, qui permettent à chacun de pouvoir avoir le même savoir. Et du coup, il y a une question qui se pose directement avec, c'est la question de savoir si on va être plutôt du côté de la progressivité, c'est-à-dire est-ce que ces savoirs ils vont être emboîtés les uns, il va falloir un niveau 1, un niveau 2, est-ce que ces savoirs il faut qu'ils j'ai perdu le fil de mon idée. On voit bien par exemple, si je prends le cas du tennis de table, au mieux, les élèves sur une scolarité 6e terminale, s'ils font 2 fois 2 séquences de tennis de table, voire 3, ça sera le grand maxi. Donc la question de la progressivité, elle est posée. Mais parce que ce qu'on veut, nous, ce qu'on souhaiterait dans une visée inclusive, c'est que les savoirs soient accessibles, que l'on ait fait ou pas de telle ou telle pratique en collège. Donc cette question de proposer des voies différentes, un petit peu comme je l'ai proposé en escalade, en disant en escalade, actuellement les textes mettent en avant l'escalade sportive où on mesure un niveau 5A, 5B, 5C de difficulté. C'est la seule voie qui est proposée. Alors que si on regarde les pratiques culturelles, il y a bien d'autres pratiques. Bon, j'avais proposé une autre forme de pratique qu'on avait appelée moulivage, qui globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, mettent l'accent sur la coordination dans les manips de cordes pour assurer, voilà. L'idée, c'est que les deux sont accrochés dans l'espace vertical. Et ce qui est, je trouve, peut-être intéressant pour permettre l'inclusion des élèves, c'est de faire en sorte de regarder cette diversité culturelle pour offrir des possibilités d'aller vers des formes culturelles différentes et pas forcément une seule forme culturelle, celle qui est soit la plus médiatisée, soit la plus connue, ou soit celle qui est la plus visible. Et du coup, ça nous permettrait peut-être de poser la question du parcours dans l'éducation physique un petit peu différemment. Plutôt un parcours, on verra tout à l'heure. Le volet que je viens d'aborder, c'est un volet qui, vous l'avez entendu, j'ai répété pas mal de fois la question savoir. C'est-à-dire si l'EPS est une discipline d'enseignement, c'est aussi une discipline de vie, elle a ces 2 volets. Et la discipline de savoir étant, la discipline d'enseignement étant le pôle plus important, à notre sens. Le pôle qui fait qu'on ait une discipline d'enseignement. Par contre, sur le volet discipline de vie, vous avez tous entendu parler certainement de l'acronyme forme de pratique scolaire, qui est quelque chose qu'on a mis en place et qu'on a créé depuis pas mal d'années. Qu'est-ce que ça veut dire une forme de pratique scolaire? Ça veut dire qu'on va mettre en place toute une organisation pour apprendre qui s'éloigne, on a parlé d'irrévérence aux pratiques, qui s'éloigne de manière très forte. Pourquoi? Parce que dedans, on veut y inscrire des dispositifs de solidarité, on veut y inscrire des dispositifs qui font qu'on évite d'aller de dévaloriser, de faire en sorte que l'image de soi et des élèves soit dévalorisée, c'est-à-dire qu'on va avoir on va essayer de faire en sorte que le climat de concurrence des uns contre les autres soit diminué. C'est ce qu'on voit avec l'idée de champion de soi-même, l'autoréférence qui a été mise en place. Il y a donc toute une reconstruction, en fait, autour de cette idée de diminuer la comparaison, faire en sorte qu'on s'inscrive dans notre projet ou mon projet avec des fils rouges, donc des éléments qui permettent de se situer, et dans lequel on va beaucoup coopérer. On voit ça dans les mises en forme. Et du coup, ça nous interroge, et je ferai la liaison après avec tout à l'heure, ça nous interroge sur les formes de pratique que l'on met en place sont de plus en plus éloignées des pratiques sociales. Et cette question-là, elle va être importante.
il y a aussi d'autres manières qui ont été faites, qui sont de brouiller un peu les échelles, hein. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que chacun ait sa propre grille, puisse se situer dans son avancement, et pas sur une grille, et qu'on mette l'accent beaucoup sur le qualitatif. Et puis bien sûr, il me semble que la question de l'attitude du pari de l'éducabilité, pour reprendre ce que disait Mérieux, me paraît essentiel. Ce qu'on voit dans les discussions que j'ai avec les collègues du collectif, hein, qui sont environ 70-80, c'est que toutes ces évolutions pédagogiques au sens large qui ont permis de faire en sorte que tous puissent avoir accès tous et toutes puissent avoir accès au savoir, c'est-à-dire qu'on aille vers une inclusion de plus en plus forte, eh bien à un moment, c'est vrai que c'est le choc avec l'école, ce qu'elle est, hein. Je rappellerai, je redonne comme ça, mais il y a 2 ouvrages qui viennent de sortir, un de Dubé et un de Champy et de Gauthier, qui mettent l'accent sur effectivement ce qu'il y a en dehors de la bulle, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait notre cercle avec nos élèves, les smartistes dedans. On peut travailler à l'intérieur de ce cercle-là, mais à l'extérieur de ce cercle-là, qu'est-ce qui pèse ? Quelles sont les normes qui vont peser sur ça et qui vont nous obliger et qui vont aussi influencer l'attitude des élèves ? Et on voit que cette question d'une école qui est qui a de plus en plus, comme le notent les auteurs, de plus en plus une fonction classante, une fonction sélective, eh bien, va venir percuter complètement les volontés de vouloir inclure. Et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que ça devient très difficile à gérer. Et je voudrais quand même revenir sur des expressions qui, moi, me choquent, quoi. L'égalité des chances, c'est quand même implicitement, on essaye de mettre les mêmes chances à tout le monde, mais dans un univers de compétition, des uns contre les autres. Et ça, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui, quand même, fait que on va avoir volonté, enfin, implicitement, on va créer un climat de compétition, de comparaison. Et du coup, tout ça va peser et ça va interroger. Hein. L'égalité des chances, c'est aussi l'idéologie sportive, hein. Les formes de pratiques sportives telles qu'on les voit à l'extérieur de la société sont basées sur cette idée d'une égalité des chances et une inégalité des résultats, pour reprendre. Et du coup, on est dans une situation où on essaye de faire de l'équitable, où on essaye de faire en sorte que les plus faibles ne soient pas trop défavorisés. On voit aussi dans l'évaluation notation, hein, je parle pas de l'évaluation qui permet à l'élève de se situer par rapport à un projet, parce que si on regarde bien, dans beaucoup de propositions qui ont été faites aujourd'hui, ça tourne autour de ça. Et on a évacué cette question de la validation des compétences, l'évaluation aux examens et tout ce qui va avec, qui crée un climat, à mon sens, qui est un peu particulier, hein. On peut s'interroger sur cette idée que comment ça se fait qu'à vouloir valoriser cette égalité des chances, hein, en fait on crée un climat de compétition bien plus important des uns contre les autres. On a tous les chances d'avoir les meilleures places, hein. C'est la distinction que fait Dubé entre les places et les chances, hein. Évidemment, si toutes les places n'ont pas la même valeur, si toutes les places ne sont pas aussi accessibles les unes que les autres, eh bien, évidemment, ça devient une vraie course, hein. Alors, il suffit de discuter, j'ai encore quelques contacts, même si je suis à la retraite, avec les collègues de lycée, c'est infernal, hein. Et l'arrivée de Parcoursup multiplie ces effets de compétition implicite. Et donc, on ne peut pas quand même réfléchir à la question de l'école inclusive et d'une EPS inclusive indépendamment de ce contexte-là.
Donc c'est un vrai casse-tête, même si vous voyez cette petite image de l'inclusion qui serait plutôt la petite image de droite pour vous. La question qui reste entière, c'est quand même celle-ci. C'est quel est l'espace dans lequel on joue cette inclusion ? Quelles sont les règles du jeu ? Si ça reste une compétition sur la base d'une égalité des chances, certes, ça ne va pas créer les conditions d'une inclusion. Hein. Et c'est pour ça qu'on milite, nous, CEDREPS, pour dire il faut créer les conditions, notamment avec 2 éléments importants, c'est-à-dire recentrer l'éducation physique sur les savoirs, faire en sorte que des savoirs soient accessibles pour tous. Ça, c'est une question clé. Quels sont les savoirs qu'enseigne l'éducation physique ? Aujourd'hui, j'ai peu entendu de cette question-là. On a parlé beaucoup de faire en sorte qu'on fasse ensemble, mais peu de qu'est-ce qu'apprennent les élèves. Non ? Et l'autre aspect, c'est que les formes de pratiques scolaires qu'on commence à développer, que là, moi j'en ai vu des super, eh bien, elles s'éloignent de beaucoup des formes de pratiques sociales. Elles ont une identité propre qu'il faut effectivement et qu'on voit mise en avant pour faire en sorte qu'on puisse avoir des conditions d'une inclusion. Du côté des savoirs, on voit bien, dans la présentation de Régis tout à l'heure, vous vous souvenez, il y avait des blocs qui étaient avec 2 éléments, CA1, CA2 par exemple. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait ? On propose ce que on avait dit nous sous d'autres formes, c'est-à-dire que cette idée de passer par 2 expériences différentes, 2 expériences au sens émotionnel des choses. Et du coup, ça nous invite à interroger cette relation EPS, école, société, au travers de c'est quoi les APSA supports, quelle distance on doit prendre par rapport à celle-ci, jusqu'où on doit créer, avoir, comme disait Raymond Delem, des créations originales, ce sont les formes de pratiques scolaires, hein, et de façon à faire en sorte qu'on puisse avoir une école inclusive. Mais cette question de l'articulation de notre discipline avec ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire déjà dans l'école et sa fonction et dans la société, pour nous, avec le sport à côté, c'est complètement... on ne peut pas évacuer cette question-là. Hein. Alors sur la question du handicap, c'est... bon, je voulais simplement dire ça. Ce qu'on voit... ça fait une question que je travaille depuis 2 ans avec un collègue dans un établissement qui, sur l'Académie de Nantes, est plutôt réputé pour être ça a été historiquement l'établissement qui a mis en place l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce qu'on peut voir, c'est que la question de savoir quelle est la distance d'inclusion, c'est-à-dire que quand je cible un savoir à faire apprendre aux élèves, eh bien on s'aperçoit que plus ou moins, si on reprend la courbe de Gauss de tout à l'heure de Régis, on s'aperçoit qu'en fonction du savoir qu'on choisit, eh bien l'amplitude de la courbe de Gauss, elle peut être plus ou moins importante. Et du coup, ça devrait nous interroger. De la même manière que le rapport à la compétence. Alors, si on se met d'accord, la compétence mettant l'accent sur le résultat, plus que sur ce qui est nécessaire pour atteindre le résultat, basculer sur la question du savoir est essentiel parce que ça permet, comme le fait le collègue dans l'établissement, de proposer un savoir dans des contextes différents, certains étant plus difficiles que d'autres, si on les regarde d'un point de vue plus soit difficulté de la tâche, soit d'un point de vue sportif. Mais qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est le niveau de compétence ou est-ce qu'ils sont de savoir ? On a une bascule actuellement où on dit peut-être faudrait-il prendre de la distance par rapport à la notion de compétence-résultat pour basculer davantage sur la compétence, alors certains appellent ça compétence-processus, mais on appelle ça plutôt le savoir, et se centrer là-dessus, de façon à accepter dans nos têtes que même si la performance au sens sportif elle est différente, le savoir est le même.
Et ça, pour intervenir pas mal de fois sur des formations, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on balade tous notre histoire sportive par rapport à ça. Tous les modèles de l'excellence, du classement, de qu'est-ce qui est mieux que ça, de la même manière que est-ce que c'est mieux de faire du 5C, 6A que de simplement, entre guillemets, savoir faire manipuler des cordes, cette question d'égale dignité des savoirs, elle est posée. Donc égale dignité des savoirs, accessibilité des savoirs, on voit que ça va interroger toute notre formation, nous qui sommes passés par le filtre de l'idéologie sportive, qui quand même organise d'une certaine manière le savoir. Et donc c'est essentiellement ça. Et puis le deuxième point sur lequel je rebondirai suite à ton intervention, Nicolas, c'est la question ce que nous on appelle les expériences culturelles, c'est-à-dire la dimension émotionnelle partagée, vécue, c'est-à-dire revenir au sens anthropologique des pratiques. Et pas est-ce que telle technique, ça fait partie du bagage culturel, ça doit être appris. Non, c'est pas ça le fond culturel d'une pratique. Le fond culturel d'une pratique, c'est d'essayer d'en mesurer le fond, la dimension anthropologique. Et à chaque fois, on va revenir sur des questions qui ont été traitées par d'autres auteurs, souvent oubliées des staffs maintenant. Du côté de la discipline de vie, l'enjeu, c'est le même savoir, parce que c'est la condition de l'inclusion pour nous, de faire se côtoyer les différences. Et puis une question qui apparaît de plus en plus, c'est de savoir, tout à l'heure, je ne sais plus qui l'évoquait, si on en a 2 dans une classe de 25, ou si on en a 10, ou si on en a 20 sur 25 qui sont dans des situations, quel est, entre guillemets, le bon dosage pour faire en sorte que ça puisse se côtoyer et vivre les différences. Pour terminer sur cette réflexion sur l'EPS inclusive, je dirais deux pistes. Enfin, proposer du côté du versant discipline d'enseignement, bien, j'insiste, même si quelquefois j'ai l'impression qu'on est un peu tout seul là-dessus, j'insiste sur la dimension des savoirs et pas sur les pratiques. Voilà. Les savoirs de l'EPS ne se réduisent pas à gymnastique, escalade, et en plus, moi, sur les pratiques de pleine nature, escalade, c'est de quelle escalade vous parlez, hein. Il y en a plein de formes de pratiques sociales. On voit bien qu'on ne peut pas rester sur ce niveau-là. Donc la question des savoirs inclusifs, c'est-à-dire des savoirs qui soient accessibles à tous, elle est posée. Et il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. L'adaptation des pratiques sociales et l'identification de formes originales spécifiquement scolaires qui permettent effectivement cette inclusion, l'accessibilité à tous et il me semble, ce que j'évoquais tout de suite, la question du penser horizontal plutôt que vertical. Alors vertical, ça veut dire, je pense, du progressif, du facile au difficile, du niveau 1 au niveau 2. Vertical, ça veut dire aussi, je pense, du classement. Peut-être on pourrait penser plus horizontal, c'est-à-dire les diversités de formes de pratique, les diversités d'engagement, l'accessibilité qui permet effectivement d'être davantage sur ce versant-là. Côté discipline de vie, on a dit des formes de pratique scolaire qui soient moins centrées sur le résultat, qui soient plus solidaires. Et je pense que j'ai mis un résister. Résister, c'est résister au contexte dehors. Hein. Et j'en ai pointé 2. Effectivement, c'est résister aux normes de la concurrence qui pèsent très fort dans l'espace scolaire, résister aux normes sportives qui nous ont formés et qui nous forment encore, et la norme du calcul, hein, qui va induire forcément la comparaison. Et puis peut-être questionner, tout à l'heure, je ne sais pas, tu l'évoquais, j'ai bien aimé, c'est de dire l'EPS a une chance, c'est qu'elle est moins contrainte que les autres dans le système scolaire. Et je trouvais cette remarque intéressante parce qu'elle croise complètement. On s'est construit dans les années 80 par la reconnaissance, par l'évaluation. On est au bac,
on est aux examens, on a tel coefficient, on est une vraie discipline. Et peut-être que cette reconnaissance-là, elle nous a un peu piégés et que la souplesse dont on pouvait bénéficier, enfin moi je fais partie du mouvement des activités de pleine nature dans les années 80 qui était dissident, qui était interdit en sport scolaire, qui était à peine visible, dans lequel on notait pas, dans lequel effectivement ce qui nous intéressait c'était d'être sur l'émotion partagée dans un milieu naturel en collectif. Et puis à l'époque, on faisait pas mal de stages, chose qui a beaucoup disparu. Donc je pense qu'il y a quand même dans nos têtes à résister, c'est-à-dire être sur ces deux aspects, à la fois réfléchir à ce qu'on propose, en se centrant et en n'éludant pas la question des savoirs, sinon je pense qu'on ne peut plus revendiquer le terme d'être une discipline scolaire. Et la deuxième chose, c'est effectivement de résister à tout un environnement qui pousse à ne pas faire une EPS inclusive. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour votre attention.